Bah, écoutez, on va commencer, puis personne nous rejoindront au fil de l'eau. Je vous remercie du coup pour votre présence aujourd'hui. On va passer à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure ensemble pour parler du label intérieur. Donc c'est le premier label spécifique et dédié à la qualité de l'air intérieur. On a déployé le premier référentiel à destination des opérations de construction de logements collectifs neufs et de maisons individuelles en bande. Et puis ensuite, on a adapté les applicatifs pour les maisons individuelles en libre et les bâtiments tertiaires. Aujourd'hui, on vous accueille pour vous parler du coup de nos référentiels rénovation, puisqu'on a travaillé en parallèle sur la partie logement et sur la partie tertiaire. Pour nous accompagner, donc pour m'accompagner dans cette présentation, du coup, je passerai la main à Jeanne Sorero, que vous connaissez, qui est responsable technique du label. Et on aura aussi Yann Derbin qui sera avec nous, qui vient de prendre son poste donc en relations publiques au sein d'Imolab également, et donc qui partagera quelques informations et puis moi-même qui m'occupe du développement sur le label. On a prévu du coup d'enregistrer la présentation, on vous fera suivre le lien en replay, on vous enverra également une version PDF du prédit qu'on vous diffuse. Vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion, on a prévu un petit temps d'échange en fin de webinaire. Et on pourra, il me semble, même vous ouvrir le micro pour que vous puissiez poser des questions en direct. Enfin, on a prévu un petit temps d'échange en toute fin de webinaire. Je laisse la main à Yann, du coup, pour vous faire une introduction sur la qualité de l'air intérieur. Oui, merci Cécile. Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques éléments de contexte sur la qualité d'air intérieur, des éléments que vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous, mais c'est toujours bon de les rappeler, notamment pour bien souligner l'importance du sujet. On passe la majeure partie de notre temps dans des milieux confinés, c'est évidemment une moyenne, hein. Certaines personnes ont des travaux et une vie qui est plus à l'extérieur, mais globalement, en moyenne, on est 85% de notre temps dans des espaces clos, confinés, et donc on respire constamment de l'air qui est dans des bâtiments. Cet air est lui-même autour de 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Pour autant, dans on va dire, les médias ou dans l'opinion publique en général, on prend beaucoup en compte les problèmes de pollution d'air extérieur, c'est plus visible, ça fait plus la une des médias ou des réglementations, mais pour autant, c'est bien à l'intérieur des bâtiments qu'on souffre de problèmes de pollution d'air. Oh, ça peut être aussi à l'extérieur, hein, en tout cas, on concentre vraiment les polluants à l'intérieur des bâtiments. Alors ça entraîne évidemment des problèmes qui peuvent être des problèmes de santé, ne serait-ce que pour un polluant bien connu qui est le dioxyde de carbone, ça peut aussi, qui n'est pas toxique en lui-même, mais qui peut provoquer des troubles de concentration. Enfin voilà, les cocktails en tout cas de polluants qu'on a dans les bâtiments posent des problèmes et en particulier sur la concentration, ce qui est vrai notamment dans les bâtiments recevant du public et je pense notamment au milieu de l'éducation. Mais c'est vrai aussi au travail et puis c'est vrai chez soi également. Euh, et alors je regarde les messages en même temps, mais je pense que Janice ou Cécile vont les gérer. On a depuis un certain nombre d'années, avec une accélération ces derniers temps, une politique ambitieuse de rénovation de logements, mais aussi de rénovation tertiaire, hein, via le décret tertiaire notamment. Une rénovation de logements qui, au final, a un angle qui est très thermique, énergétique, et de plus en plus carbone aussi, mais en tout cas qui a assez peu qualité d'air intérieur, voire pas du tout qualité d'air intérieur. Et on se dit que les politiques de rénovation qui sont menées actuellement peuvent être menées, si elles ne sont pas bien gérées ou pas bien gérées de manière globale,
à une dégradation de la qualité d'air intérieur, notamment quand on travaille sur l'enveloppe des bâtiments sans gérer les problèmes de circulation d'air et de ventilation voilà, dans ces bâtiments. Alors si les particuliers notamment sont bien conseillés sur la rénovation de logements, il y a des chances que ce soit bien fait. S'ils ne le sont pas, s'ils font de l'autorénovation, ou si, c'est des rénovations par geste, et qu'on ne traite pas les sujets de renouvellement d'air, il peut y avoir des gros problèmes, en fait, et même une dégradation importante de la qualité d'air intérieur dans les bâtiments. Voilà, d'où le sujet important qui est de travailler, sur, le côté rénovation de la qualité d'air intérieur et donc c'est ce qui, a conduit, Immolab à lancer ce label, référentiel, label intérieur sur la rénovation. Du coup, je reprends la main pour vous présenter Immolab, l'organisme de labellisation qui porte le label intérieur. Donc, c'est un organisme qui est en charge de la création des référentiels, mais également de leur mise à jour. On fait une mise à jour très régulière suivant le contexte réglementaire, mais également par rapport aux remontées qu'on a du terrain. Le but quand même de ces référentiels, on les a conçus pour qu'ils soient facilement appropriables, qu'ils soient pragmatiques et qu'ils soient proches de ce que l'on peut vivre au quotidien lorsqu'on a un projet du coup, de construction ou de reconstruction. On se charge également de la distribution du coup du label auprès des maîtres d'ouvrage, de la sensibilisation des différents acteurs, et on est organisme de formation autour de la qualité de l'air, donc de la sensibilisation plus, on va dire. Et tout ça depuis à peu près 8 ans, puisqu'on est né fin 2017. Et c'est une équipe de personnes avant tout engagées autour de la qualité de l'air intérieur. C'est vraiment quelque chose que l'on porte personnellement. Mais c'est pas que nous. On est accompagné par une communauté d'AMO qui est présente sur tout le territoire, d'AMO référents, fameuses personnes qu'on forme, mais qui du coup accompagnent les clients au quotidien et en proximité sur les projets. Donc c'est important pour nous qu'il y ait une connaissance aussi locale et qu'on puisse adapter le discours. Et on a également un comité de relecture qui est mis en place pour chaque référentiel, sur lesquels on s'appuie techniquement pour pas être limité à un spectre, une seule vision, mais bien avoir plusieurs métiers autour de la table et débattre pour faire évoluer, pour créer et faire évoluer nos nouveaux référentiels. Donc, je voulais vous partager quelques chiffres depuis notre création. On a eu 9 opérations qui ont été labellisées. 9 opérations de logement, du coup, puisque c'est notre premier référentiel qui représente 830 logements neufs labellisés. Donc, on espère atteindre le millième cette année. Et puis, on va avoir des premières livraisons de tertiaires également cette année. On a 5 applicatifs référentiels, donc je vous ai présenté en tout début de webinaire. Un collectif de 38 AMO référents répartis sur le territoire et dans diverses sociétés. Et on a toujours une quarantaine d'opérations en cours. Alors là, tout confondu, que ce soit du logement ou du tertiaire. Donc, je suis fière aujourd'hui de vous partager. Je vous disais qu'on cherche à faire un référentiel pragmatique. On cherche à avoir des résultats. Les résultats, ils mettent un peu de temps à arriver parce qu'une construction, c'est à peu près 3 ans de travaux quand on part du début de PC jusqu'à la livraison. Nous, dans ces 8 ans d'existence, en plus, on a eu une petite période Covid, donc qui a retardé quelque peu. Donc, les premières statistiques qu'on a pu faire, il nous fallait quand même pas mal de mesures pour pouvoir arriver à avoir des statistiques. Et là, cette année, on considère qu'on a assez de matière pour présenter nos premiers résultats donc, concrets sur le logement. Là, je vous ai fait un extrait sur le formaldéhyde. On a fait ce travail sur l'ensemble des polluants et on a prévu de communiquer dessus sous peu. Là, c'est assez nouveau chez nous, mais du coup, là, pour exemple, j'ai sorti le formaldéhyde. Donc, vous voyez nos résultats, donc c'est les valeurs médianes qu'on a pu mesurer sur l'ensemble de nos opérations livrées intérieures. Donc, c'est par contre les premières mesures réalisées, donc même quand il y avait des non-conformités. On les compare aux valeurs de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur
qui ont été réalisées lors de la première campagne nationale logement. Il y en a une deuxième qui est en cours, mais sur laquelle on n'a pas encore les valeurs. On pourra se comparer également. Et là, on voit que sur le formaldéhyde, on a un facteur 3 entre les deux, et on peut comparer également aux valeurs guides. Donc, dans le label, on demande, alors ce n'était pas le cas tout au début, mais maintenant on demande à être systématiquement en dessous de ces valeurs guides, et de la valeur guide la plus pénalisante. Hein. On est vraiment sur des valeurs extrêmes, on va dire, à atteindre, mais on voit qu'on l'atteint. Donc quand on suit les directives, ça fonctionne très bien. Et on voit surtout qu'on a des valeurs qui sont largement inférieures à celles qu'on peut trouver dans un panel de logements représentatifs. Donc c'est une preuve vivante, entre guillemets, de ce qui se passe sur les opérations qu'on peut livrer. Pour la suite, du coup, je vais repasser la main à Yann, qui va entrer un peu plus dans le détail justement de comment on est accompagné. Oui, alors on est sur un sujet qui est un sujet important, qui est un sujet d'intérêt général. Donc le principe d'Immolab, c'est bien d'accompagner à la qualité d'air intérieur et de s'entourer de personnes qui peuvent nous aider, enfin faire progresser le sujet au niveau national. On est donc, comme je disais, sur un enjeu important, c'est du sanitaire, c'est aussi un enjeu écologique, c'est un enjeu économique lié aux enjeux précédents. Il peut y avoir d'ailleurs des effets divergents entre la recherche d'une performance énergétique notamment et la recherche d'une qualité d'air intérieur, notamment sur le sujet des débits de ventilation. Donc c'est des sujets à prioriser et à prendre intelligemment, et d'où les aspects économiques derrière. C'est un sujet de préservation de santé de la population. Donc là aussi, une population en mauvaise santé, c'est des coûts pour la société qui sont bien supérieurs. Donc le fait de travailler sur la qualité d'air intérieur est une solution, pas la seule, mais en tout cas un espace important, comme je disais tout à l'heure qu'on était 85 dans des lieux confinés. Donc c'est vraiment un problème de santé publique et une solution pour préserver la santé de la population. Et enfin, une sensibilisation de tous les acteurs possibles, notamment de l'ensemble de la chaîne du bâtiment, en partant de la conception ou de la rénovation, enfin de la conception de la rénovation en tout cas, jusqu'aux usagers qui sont parfois même présents pendant l'opération de rénovation. Voilà, donc c'est un sujet de sensibilisation de l'ensemble de la chaîne pour être tous autour d'une démarche responsable. Immolab s'est entouré de personnes expertes dans leur domaine, hein, qui ont participé à un comité de relecture, qui ont permis de faire évoluer le référentiel, enfin les référentiels sur le logement et le tertiaire en rénovation, qui sont cités là. Merci en tout cas à tous ceux qui sont intervenus en appui au travail de technique et d'expertise qu'avait pu faire Immolab pour construire le référentiel. Je reprends la main. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer comment fonctionne le label d'un point de vue administratif. Donc pour ceux qui nous connaissent déjà, vous allez voir, c'est quand même assez proche de tout ce qu'on a pu faire auparavant. Donc déjà, les acteurs du label, pour rappel, il y a 3 acteurs principaux qui gravitent autour du processus de labellisation. Il y a Immolab, bien sûr, du coup on est de l'organisme de labellisation, qui fait également les formations des AMO qui vont accompagner le projet, et on est détenteur de la marque intérieure. Ensuite, le deuxième acteur, c'est le maître d'ouvrage, bien entendu, qui est à l'initiative de la rénovation de logements ou de bâtiments tertiaires, et qui s'engage du coup dans le processus de labellisation intérieure. Et enfin, il y a l'AMO intérieur. Donc, comme je vous le disais, c'est une personne, c'est des personnes de divers horizons, souvent qui ont déjà des missions AMO sur d'autres démarches environnementales, donc ils sont assez habitués, on va dire, à l'appropriation de ce genre de démarches, qui se sont engagés auprès d'Immolab, qui ont suivi une formation, qui ont été agréés et qui suivent du coup le maître d'ouvrage tout du long de son processus de labellisation.
C'est vraiment une aide, c'est vraiment une personne qui accompagne. Ce n'est pas juste un rôle sanctionnant pour dire oui, non, ce n'est pas, enfin, c'est bon ou ce n'est pas bon. C'est vraiment un vrai accompagnement pour que, à la fin, tout matche bien et beaucoup de sensibilisation. Le champ de l'habilitation des référentiels dont on vous parle aujourd'hui. En fait, il y a 2 référentiels. Il y en a un qui portera sur les logements collectifs et les maisons individuelles en bande, comme ce qu'on faisait sur le neuf, et un qui porte sur les bâtiments tertiaires assez classiques, qui sont l'hôtellerie, établissements de petite enfance, bureaux, enseignement et centres médicaux sociaux. Pour l'instant, on ne touche pas à des tertiaires particuliers qui auraient une pollution spécifique, comme des hôpitaux, des piscines, mais on ne s'interdit pas un jour de pouvoir le faire. Le processus de labellisation. Donc l'opération qu'un maître d'ouvrage souhaite rénover doit être engagée assez tôt dans le processus de labellisation. Le plus tôt, c'est le mieux. En tout cas, c'est le plus agréable pour tout le monde pour que le process fonctionne bien. Donc le maître d'ouvrage déclare son opération vraiment au tout début, quand il est encore sur ses phases de diagnostic. Et l'AMO intérieur va intervenir sur le site pour visiter un échantillon représentatif des espaces pour réaliser un audit. Le but étant pour lui de recenser s'il y a des choses sur place qui peuvent poser problème par rapport à la qualité de l'air intérieur. Et grâce à cet audit, ça va conditionner le programme de travaux qu'il va y avoir en suivant. À titre d'exemple, l'AMO visite sur place un logement et voit un développement de moisissures dans ce logement-là. D'abord, il va falloir identifier la source de l'humidité pour pouvoir la traiter. Donc, l'AMO intérieur apporte ses compétences et son savoir pour aider le maître d'ouvrage à comprendre la source de cette humidité-là. Mais l'audit va imposer, par exemple, si c'est lié à la ventilation, de faire des travaux sur la ventilation, mais il va également imposer que les revêtements, enfin les parois qui ont été colonisées par les moisissures soient remplacées. C'est à cette occasion aussi qu'il réalise une analyse de site. L'analyse de site, le principe, c'est de recenser toutes les sources de pollution extérieure et pour faire en sorte de réfléchir, pour la rénovation, de prendre en compte, cette pollution extérieure et limiter du mieux possible l'intrusion vers l'intérieur. Donc il y a des choses qui sont possibles à faire. Par exemple, vous avez un axe, routier avec un trafic assez important. Si les espaces verts le permettent, on peut très bien mettre une barrière végétale adéquate pour limiter le transfert de pollution. Ensuite, en phase APS-APD, il y aura une évaluation phase programme qui se traduit par une présence de l'AMO en réunion. Donc là, il participera à une des réunions de conception où seront présents le maître d'ouvrage, l'architecte, l'entreprise générale le cas échéant, le bureau d'études thermiques et si possible le bureau d'études CVC. Le but étant de passer en revue toutes les exigences phares du référentiel qui peuvent poser vraiment problème sur l'architecture du projet et sur le programme de travaux avec les points les plus impactants, pour voir si on est dans les clous et pour préparer la suite. Ensuite, il y a une évaluation phase conception. L'AMO intérieur, le principe, c'est qu'il reçoit le dossier pro DCE, qu'il le relit et il regarde si tout est toujours cohérent par rapport à ce qui avait été prévu en amont, par rapport au cahier des charges. Souvent, il y a quelques petits allers-retours à ce stade-là pour qu'à la fin de la conception, tout soit OK pour que le chantier démarre bien. En phase d'exécution, l'AMO intérieur intervient pas mal. D'une part, pour sensibiliser, alors ça c'est dès le début des travaux, des rénovations, il va se déplacer sur site et il va sensibiliser toutes les entreprises sur les bonnes pratiques à adopter, sur les exigences à respecter et sur les autocontrôles à réaliser. Donc il y a une charte qui permet de guider cette sensibilisation et il va regarder notamment tout ce qui est découpe des matériaux, stockage des matériaux et sensibiliser aussi au fait que parfois la rénovation et même souvent en logement se fera en site occupé. Et en parallèle de ça, il y aura également 3 visites de chantier à réaliser. Souvent, il y aura une visite de ventilation qui fera un vrai focus sur la ventilation. Une autre qui fera un focus sur tous les autres corps d'état secondaires, par exemple les peintures, les revêtements de sol. Et une dernière qui aura lieu à peu près 2 mois avant la livraison pour être sûr qu'on est toujours dans les clous et pour faire une synthèse de tous les documents à récupérer. En phase réception, l'AMO intérieur se redéplace sur site pour vérifier que tout est toujours OK, donc c'est juste avant la livraison,
et récupère également tous les DOE qu'il n'a pas encore obtenus pour voir si tout est cohérent sur le papier aussi. Si tout va bien, on procède à la labellisation de l'opération, sachant que ce n'est pas tout à fait fini, parce qu'il y a une étape supplémentaire dans le cas des bâtiments tertiaires où on prévoit un accompagnement en phase exploitation, qui se traduit en fait par une formation animée par l'AMO auprès du gestionnaire et si possible des occupants, pour faire en sorte de pérenniser la démarche dans le temps et pour que leur permettre aussi de s'approprier tous les outils pour œuvrer pour la qualité de l'air intérieur. Techniquement, comment ça marche? Alors, quels que soient nos applicatifs, à chaque fois, on a les 4 mêmes thèmes. On a un thème qui est transversal, qui est la sensibilisation de tous les acteurs de la construction. Le but, c'est vraiment de mieux faire tous ensemble. Donc il y a pas mal d'outils, fournis, par Imolab pour sensibiliser tout le monde. De là découle le thème intégration du bâtiment dans son environnement immédiat. C'est ce que j'évoquais, tout à l'heure. C'est le fait d'avoir un regard sur toutes les contraintes qui peuvent exister sur le site et d'adapter la construction, enfin la rénovation par rapport à ces contraintes-là. De là découlent 2 thèmes techniques, un qui porte sur tout ce qui est matériaux de construction et équipement, et le dernier qui fait un vrai focus sur la ventilation. Je vais vous exposer par thématique un peu les exigences phares et également les exigences qui peuvent différer par rapport aux neufs, parce que je vois que sont présents pas mal de nos AMO et je pense qu'ils ont pas mal de questions à ce sujet. Donc thème 1, sensibilisation des différents intervenants. Pour ceux qui ne connaissent pas le référentiel, à chaque fois pour chaque thème, on a 2 rubriques. La rubrique 1, pour le coup, c'est le management de la qualité de l'air intérieur. Donc c'est dans cette rubrique que l'on retrouve la charte chantier qualité de l'air intérieur. Donc ça, c'est un document qui est signé par les entreprises, qui rappelle par l'eau ce qu'ils sont censés faire sur place pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur. Il y a également la réunion de sensibilisation. J'ai évoqué que l'AMO intérieur va animer dès le début des travaux. Il y a pas mal d'outils de sensibilisation qui vont être mis sur place sur le chantier et jusqu'à la fin du chantier même, dont des affiches pédagogiques qui seront à destination à la fois des entreprises qui vont mener les travaux, un petit peu pour continuer à ressasser sans arrêt le sujet et la problématique pour que tout le monde en ait conscience, et également des affiches pédagogiques pour les occupants, si c'est une rénovation en site occupé, parce qu'il y a des choses à faire aussi pour les occupants en cours de travaux pour faire en sorte de garantir la qualité de l'air intérieur. Forcément, en fonction du phasage des travaux, on sait qu'il y a des périodes où, par exemple, il y a de plus fortes émissions de particules que d'autres. On donnera les outils pour les occupants pour qu'ils sachent quel comportement il faut adopter en fonction de ces moments, de ces phasages de chantier. Il y a le carnet de santé du bâtiment aussi qui est remis aux futurs gestionnaires. Le carnet de santé du bâtiment, c'est un document support qui lui fait un récapitulatif de tout ce qu'il doit entretenir sur son bâtiment pour garantir la qualité de l'air intérieur. Il y a des choses toutes bêtes, comme l'entretien du système de ventilation, mais pas que. Par exemple, nettoyer le regard des eaux usées pour être sûr des eaux pluviales, pour être sûr que l'eau s'évacue bien et qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau en pied de bâtiment, par exemple. La formation in situ, que je vous ai évoqué juste avant pour le gestionnaire, et il y a également un guide de bonne pratique qui est remis aux occupants pour pérenniser la démarche dans le temps. C'est un guide qui sera rédigé sous la forme d'idées reçues, de manière ludique, pour que les gens déjà en prennent connaissance et s'approprient l'outil. Le thème 2, donc, c'est l'intégration du bâtiment dans son environnement immédiat. Dans la rubrique 1, il y a des 2 exigences que je vous ai déjà évoquées, c'est-à-dire l'analyse de site, donc le fait qu'on recense les sources de pollution extérieure, et l'audit initial. Dans l'audit initial, donc l'AMO se déplace sur site, mais ce que je ne vous ai pas évoqué, c'est qu'il distribue également un questionnaire aux occupants. Parce qu'en fait, les occupants ont souvent des informations très importantes à nous donner déjà sur l'historique du bâtiment, sur les travaux qui ont pu être menés, sur les problématiques qu'ils ont rencontrées, ou même s'il y a eu un dégât des eaux, un départ d'incendie, des choses comme ça qui peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur. La deuxième rubrique, en fait, le but, c'est d'adapter la rénovation par rapport aux contraintes qu'on a identifiées et également de faire un focus sur quelques thématiques. Il y a une thématique qui est sur la thermique d'été. En fait, on va faire en sorte que la rénovation, elle prévoit des dispositions pour éviter les surchauffes estivales.
Parce qu'en fait, quand il y a des surchauffes au sein d'un bâtiment, il y a un plus fort dégazage des matériaux qui en découle et du coup un risque de dégradation de la qualité de l'air intérieur. On va regarder également tout ce qui est végétalisation du site. Le but étant de mettre des espèces dans les espaces verts, donc s'ils existent, bien entendu, des espèces les moins allergisantes possibles. Bien entendu que sur place, si dans les espaces verts, il y a un arbre qui a un intérêt écologique, bien entendu qu'on ne va pas le couper parce qu'il est allergisant. On aura ce bon sens-là, c'est un compromis. Le but, c'est de faire en sorte de limiter le plus possible que les espèces allergisantes aient leur période de pollinisation tout en même temps. Si elles sont espacées, que le pic est atténué, le risque d'allergie est bien moindre. Il y aura également des exigences par rapport à la prévention des moisissures. Il peut y avoir, donc, il y a un sujet sur le neuf, ça on en a conscience, mais il y a aussi un gros sujet sur la rénovation. Parce que sur la rénovation, on est beaucoup moins libre que ce qu'on peut faire sur le neuf, et notamment sur tout ce qui est isolation des parois. En général, on parle d'un état initial où il y a un petit bout d'isolant qui a déjà été mis en place, et souvent on va surisoler encore la paroi pour atteindre les performances énergétiques visées. Mais attention, il peut y avoir des risques de condensation lorsque l'air traverse cette paroi, et il faut y prêter, voilà, il faut apporter une vigilance particulière. Donc, il y a une étude spécifique qui sera menée pour identifier s'il y a point de rosée et s'il y a risque. Il y a également des exigences par rapport aux locaux à pollution spécifique. À titre d'exemple, pour le logement, le local poubelle devra être impérativement équipé d'une ventilation mécanique. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment anticiper dès le départ pour adapter au mieux la rénovation. Le thème 3, ça fait un focus sur tout ce qui est matériaux et équipements. En exigence phare, vous avez tout ce qui a trait au étiquetage. En fait, tous les matériaux neufs qui vont être apportés au sein de la rénovation devront respecter certaines exigences. De base, on demande au moins l'étiquetage A+ réglementaire sur tous les matériaux en contact direct ou indirect avec les volumes intérieurs. Et on demande des choses spécifiques aussi qui vont plus loin que ça. Par exemple, dans les établissements petite enfance, si on modifie le revêtement de sol, il devra être sans phthalate. Et si c'est un revêtement de sol de type textile, il devra disposer d'un agrément GUT. Il y a aussi dans cette rubrique l'exigence phare des mesures de polluants à réception. Là aussi, on a réfléchi à le comité de relecture de qu'est-ce qui faisait sens en termes de mesures, et on a trouvé un véritable intérêt à réaliser un screening de la pollution chimique. Parce qu'il y a moins de notions de répétabilité sur la rénovation que sur le neuf, où on a tendance un petit peu à faire toujours la même chose à partir du même principe. La rénovation, on peut se retrouver avec de véritables disparités. Et l'avantage du screening, c'est le principe, c'est du coup l'opérateur de mesure qui vient réaliser son prélèvement chimique de tout un tas de polluants. Ces échantillons sont envoyés au laboratoire d'analyse qui réalise un chromatogramme. Et le chromatogramme permet de mettre en évidence les polluants qui sont les plus présents dans les lieux de vie intérieurs qui ont été instrumentés. Et en fonction des polluants en présence, on compare par rapport aux valeurs guides si elles existent et on les respecte. On demande à minima dans le screening de mesurer tout de même les polluants qui sont souvent présents dans les lieux de vie intérieurs, à savoir formaldéhyde, benzène, et on demande aussi de mesurer l'indice de COF totaux. En plus de ça, il y aura la mesure de polluants physiques à réaliser, les particules les plus fines, PM1, enfin les plus fines, non pas les plus fines, mais les fines, PM1 et PM2,5, et également le radon dans les zones à risque. Et pour ce qui est de la pollution biologique, on demandera le prélèvement de moisissures, qui peut être un vrai sujet en rénovation. Dans la rubrique 2, vous avez toutes les exigences qui a trait aux équipements, notamment tout ce qui est fumisterie. Le but étant de faire en sorte que les fumées issues de la combustion ne soient pas réémises vers les lieux de vie intérieurs, et tout ce qui fait un focus sur la régulation de la température pour ne pas qu'il y ait de surchauffe du bâtiment. Le dernier thème porte sur la ventilation, 2 rubriques encore. La première rubrique est assez importante. En fait, on demande que dès la conception du projet, on réfléchisse vraiment à ce qu'on va faire sur la ventilation. Peut-être qu'il faudra changer les conduits. Peut-être qu'il faudra prévoir une investigation pour voir si les conduits sont réutilisables en l'état.
En tout cas, il y aura certainement des plans CVC à tracer pour être sûr que tout passe aussi. On puisse positionner des trappes de visite également pour le nettoyage de résidentiation. Il y a plein de choses à prendre en compte très tôt parce qu'on a des contraintes déjà que c'est de la rénovation et parfois que c'est du site occupé. Donc il faut le prévoir très tôt. Et on demande un surdimensionnement également des débits de ventilation pour tout ce qui est bâtiment tertiaire avec un respect d'une valeur seuil en niveau de confinement qui se mesure avec le CO2. La rubrique 2 porte sur la performance de la ventilation. On demande tout un tas de contrôles sur le réseau de ventilation pour être sûr qu'il marche bien à la fin. Donc, pour ce qui est du contrôle sur les logements, on va se porter sur le contrôle type RE 2020 qui est fait sur le neuf. Ça sera le même protocole qui sera appliqué, ce seront les mêmes exigences. Et côté tertiaire, on utilisera le protocole promeuvant. Il y a un test d'étanchéité à l'air des réseaux qui est rendu obligatoire également, avec une obligation d'obtenir une classe A. C'est une exigence qui peut être contraignante, clairement sur la rénovation, donc il faut vraiment l'anticiper. Et on a des exigences aussi, on a renforcé les niveaux de perméabilité à l'air du bâtiment. On a demandé un Q4PA Surf de 1,7 sur le bâtiment tertiaire et de 1,2 sur les logements collectifs. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, quand on travaille sur la perméabilité à l'air, ça nous permet déjà de renforcer le bon fonctionnement du système de ventilation pour pas qu'il n'y ait d'effet court-circuit qui entraverait justement le bon balayage de l'air. Et également, quand on a des défauts d'étanchéité à l'air, on a des risques que l'air se charge en polluant en traversant la paroi, et même on a des risques plus importants de points de rosée dans les parois qui pourraient provoquer de l'humidité. C'est pour ça qu'on a eu ce raisonnement-là. Je repasse la parole à Cécile pour les coûts. Donc, sur la partie coûts, vous l'aurez peut-être compris, c'est divisé en deux grandes parties. Les coûts de labellisation, donc on a un contrat avec la maîtrise d'ouvrage, et ensuite les coûts de l'AMO. Concernant les coûts de labellisation, donc ce sur quoi nous on a la main, on a une grille de lecture qui est assez simple. Donc pour les logements, elle dépend du nombre de logements, et pour les tertiaires, des surfaces des tertiaires, on communique librement sur cette grille, et elle est commune au neuf et à la rénovation. On fait le plus simple possible jusqu'à nos prix. Voilà. Et concernant les AMO, je peux juste vous donner une tendance donc de ce qu'on peut voir. Le coût d'accompagnement AMO, donc là c'est un contrat entre l'AMO et la maîtrise d'ouvrage, donc c'est tripartite vraiment à la fin, c'est d'environ 12 kg. Après tout dépend des contours de la mission bien sûr, et puis est-ce qu'il va avoir d'autres labellisations à gérer en même temps, mais dans les grandes lignes c'est ce qu'on voit en tout cas, donc c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Je voulais vous présenter quelques références. Donc, on a pris une en tertiaire et une en logement, sur lesquelles on peut s'attarder un petit peu. Donc, la première, ça concerne une opération tertiaire. Donc, une de nos premières opérations, d'ailleurs une de nos premières opérations, parce qu'elle était au tout début du référentiel, même à coécriture avec la ville de Courbevoie. Donc, c'est une politique qui a été portée par la ville autour de la qualité de l'air, et ils ont travaillé avec nous sur le référentiel, et ils faisaient partie du comité de relecture. Donc c'est une volonté de la ville. Ils avaient une école, c'était une coque vide, c'était un bâtiment neuf, mais le rez-de-chaussée et le premier étage étaient destinés au groupe scolaire, et c'était une coque vide qu'il fallait aménager. Et nous, on a appliqué le référentiel tertiaire sur ce projet-là. On a apporté une vigilance particulière au renouvellement d'air. Donc de deux manières. Donc dans le tertiaire, Janice vous l'expliquait, donc sur le neuf, mais ça va revenir sur la réno également, hein, mais on fait attention au niveau de CO2, et donc on va souvent surdimensionner le système de ventilation. Pour que ce soit jouable, parce que là on a la hauteur de plafond la hauteur du plafond était fixe, hein, on peut l'allier avec du monitoring pour que les occupants soient aussi acteurs. Donc on cherche vraiment à pérenniser la démarche, et en mettant du monitoring de CO2 dans les salles de classe ou dans les salles de sport, etc., où forcément on a des niveaux qui s'élèvent assez rapidement, on peut travailler comme ça. Et puis on était quand même dans une zone urbaine du coup assez polluée,
Et sur le système de ventilation, il y a tout un travail qui a été réalisé avec le BE CVC. Donc là, on a livraison, on a fait les premières mesures, il me semble. Donc, ils se sont bien passés. Donc, voilà, une belle opération en tertiaire. Et du coup, une seconde opération sur le logement. On a choisi l'opération SICO. Donc là, comment le label est apparu dans l'opération? On était en phase de concours avec l'aménageur EPAMARM qui demandait à ce qu'il y ait une attention particulière qui soit apportée sur la qualité de l'air intérieur. Et donc, LP Promotion a travaillé avec nous sur ce projet. Donc, c'est un projet sur lequel ils ont beaucoup travaillé sur la matérialité. Parce que on n'était pas seul, il n'y avait pas que le label intérieur, c'est une opération labellisée NF également et EFI Nature. Donc, on a pu voir que tout ça s'imbriquait de manière intelligente. Donc, côté NFHQE, avec les matériaux, justement, la gestion des surchauffes estivales, ça se recoupe bien, on cohabite bien, on va dire. Et puis, côté EFI Nature, avec le choix des espaces végétaux, c'est pareil, c'est intéressant d'avoir un écologue qui accompagne, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc là, sur l'opération, il y a eu un travail de fait sur la matérialité et qui correspondait bien avec du coup les émissions qui pouvaient être émises du point de vue qualité de l'air, donc par exemple avec une peinture biosourcée à base d'algues. Et puis côté thermique été, le fait d'avoir aussi des matériaux biosourcés à l'intérieur, comme les briques de terre crue, ça permet de mieux gérer les températures estivales, plus le fait que ce soit traversant, etc. Ça vous donne un peu quelques images de ce qu'on peut réaliser. Pour finir, du coup, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, bon, on va revenir dessus juste après, mais pour finir, on voulait vous partager, donc revenir sur le fait qu'on était organisme de formation, IMOLA, donc c'est Janice qui dispense les formations, qu'on peut faire de la sensibilisation à grande échelle pour les architectes, la maîtrise d'ouvrage, les villes, on peut faire du coup des formats d'une demi-journée ou d'une journée dédiée à la qualité de l'air pour bien comprendre les enjeux, voir comment on peut agir. C'est de la sensibilisation formation, on va dire, un peu format RSE. Et puis, on a des sessions régulières, pour le coup, un peu plus techniques pour nos futurs AMO. Et donc, là, les prochaines sessions de formation donc, concernant la rénovation dans le logement, donc ça va commencer en mars pour qu'on puisse déployer le nouveau référentiel. Et on a une session donc tertiaire neuf qui est prévue également en mai, sachant que sur le logement neuf, on a déjà délivré une formation cette année. Si vous avez des besoins particuliers, on peut monter des formations en intra également. Je crois qu'on est en train de le faire là avec justement certains AMO. Donc, je voulais remercier en personne parce qu'on a parlé tout au début là, du comité de relecture qui s'est investi sur le référentiel rénovation. C'est à peu près 1 an de travail de notre côté. Et puis, on les a sollicités de manière collective régulièrement tout au long de l'année, mais de manière individuelle aussi sur des spécificités, des questions techniques précises sur lesquelles on butait. Donc, en personne plutôt que juste leur entité, les membres du comité de relecture, du coup, qui nous ont accompagnés là, à la rédaction du référentiel rénovation. Puis on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, si ça vous va, je vais les lire et puis je vais laisser certainement Janice répondre. J'ai un peu triché, j'ai commencé à la lire. Du coup, Guillaume Dumais nous demande pour la vérification de l'absence de condensation dans les parois isolées, donc c'est la partie point de rosée, est-ce que l'étude est à réaliser en statique ou en dynamique? On n'a rien imposé pour le moment. Déjà, on va voir ce qui sort parce que c'est pas une étude auquel sont habitués encore pour les bureaux d'études CVC. On va voir si elle en sortira, on va voir si c'est juste par rapport à la réalité. On n'hésitera pas à faire appel à notre comité de relecture aussi pour voir ce qu'ils en pensent. Mais on n'a pas eu le recul nécessaire pour trancher s'il fallait faire du statique, du dynamique, privilégier l'un ou l'autre. Voilà, pour l'instant, on fera un peu du cas par cas. Une question de Anne Lafourcade. Du coup, quand et par qui sont faits les prélèvements pour le screening des substances chimiques? Alors, les mesures sont réalisées par un organisme qui a une classification, qu'elle soit de type OPQIBI ou COFRAC.
Ça peut être n'importe qui dès lors qu'il y a cette qualification-là. On demande juste que l'AMO intérieur en tant que personne n'ait pas le droit de faire les mesures lui-même, parce que du coup il s'autocontrôlerait, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, non, après n'importe quel organisme qui a la qualification peut faire ces mesures. Et également on a des exigences par rapport au laboratoire d'analyse, donc pas celui qui fait le prélèvement, mais celui qui fait de l'analyse, où on lui demande une accréditation COFRAC en ce sens. Et après, tout ça, c'est décrit dans le protocole de mesure. Donc, chaque référentiel est accompagné d'un protocole. C'est vraiment un travail technique qui a été réalisé par Janice et puis toujours entouré de son comité mesure, parce qu'on cherche à faire quelque chose qui s'adapte bien au bâtiment, à sortir un peu de ce qu'on peut voir en laboratoire avec des contraintes qui sont parfois pas compatibles avec les chantiers, tout simplement. Que ce soit le temps de mesure. Donc, on travaille énormément là-dessus sur le protocole et tout est indiqué dedans. Une question de Lilian Bousquet. Yann, je te laisserai répondre, peut-être je compléterai. Hormis la qualité de l'air intérieur, donc la sensibilité de chacun, hein, on l'a bien compris, et la communication, quel est l'intérêt de passer par ce label pour le maître d'ouvrage? En fait, bon, déjà, la qualité de l'intérieur, c'est important. La com, ça peut l'être aussi. En fait, le maître d'ouvrage, c'est l'intérêt d'un label en général, hein. On est sur le sujet d'un label, c'est-à-dire d'un élément objectivable qui est attribué que si on respecte un cahier des charges. Donc ça permet, on peut dire qu'on fait de la qualité d'air intérieur dans un bâtiment, mais si on le mesure pas, si on ne suit pas une procédure permettant de garantir cette qualité d'air intérieur, on ne peut pas trop le valoriser. Donc ce label permet de valoriser ça. Bon, mais peut-être que je réponds plus sous l'axe communication là. Et il peut y avoir aussi des demandes de maîtres d'ouvrage, notamment publics, sur le fait d'aller chercher une qualité d'air intérieur sur des publics cibles, que ce soit des côté enfance ou côté personnes en difficulté, notamment respiratoire. Enfin voilà, il peut y avoir aussi ce genre de demande de maîtrise d'ouvrage publique. euh, qui vont donc demander à ce qu'on aille chercher un label de qualité d'air. Ouais, pour compléter, c'est vrai que parfois il y a des demandes spécifiques, soit des aménageurs, soit des villes, des métropoles, hein, plus souvent d'ailleurs, sur ce sujet, et c'est un outil qui permet d'y répondre. Et pour la promotion immobilière et les bailleurs, c'est plus le côté. Alors pour la promotion, je dirais CSRD, où comme disait Yann, ça permet d'avoir des indicateurs viables, fiables. Donc c'est tout fait, entre guillemets, qui s'arrache les cheveux en ce moment là-dessus. Et pour le côté bailleur, bah, c'est plus RSE global. Mais nous, ce qu'on voit pour les bailleurs, c'est plus l'intérêt qu'ils ont dans la gestion derrière. Parce que du coup, on essaye de créer quelque chose qui est durable dans le temps, et pour plus qu'ils aient de soucis de gestion, et on leur donne les clés de la bonne gestion. Donc, même si on labellise à la fin des travaux, ce côté gestionnaire, c'est vrai que c'est comme ça qu'on les touche sur les personnes avec qui on travaille. Une nouvelle question, vos bâtiments labellisés peuvent-ils ensuite se passer des RQAI en ERP ou des CREBAC? En sont-ils de fait exclus? Grâce à votre certification, c'est une labellisation, mais... Alors la réponse est malheureusement non. Ce n'est pas parce qu'on fait une mesure de polluant conformément au label intérieur qu'on peut se passer de respecter le décret de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les ERP. Ce ne sont pas les mêmes polluants, enfin, si, il y a une partie des polluants, on disait qu'ils sont les mêmes, mais nous, on place le curseur beaucoup plus loin pour le coup. Et pour l'instant, il n'y a pas d'accord qui permettrait de se passer. Après, il y a quand même une subtilité importante à savoir, c'est que pour la mesure de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les ERP, on demande une mesure de CO2. Donc c'est forcément une intervention en site occupé. Ça ne sera pas forcément le cas dans le cadre du label intérieur. Et par rapport au décret BACS, en fait, c'est pareil, vous serez toujours soumis au décret BACS, mais en effet, on a des exigences par rapport à la régulation de la température qui vont dans le sens du décret BACS. Il n'y a pas de contre-indication, les deux sont largement compatibles. De manière générale, quand on est sur le champ réglementaire, il est rare qu'un label permette de s'en affranchir.
Si on prend l'exemple du label BBC sur la thermique, pour autant, il faut quand même respecter la réglementation, RE 2020 notamment, ou RT 2012 à l'époque, ou RT 2005. Donc, en fait, un label, ça permet de préciser un certain nombre de choses, mais il y a toujours en base la réglementation à respecter. Oui, il y a certaines exigences qu'on indique quand même au sein du référentiel. Janice parlait de la partie vérification ERP. C'est bien indiqué pour pas qu'on passe à côté aussi, pour pas que ce soit oublié. Mais comme c'est pas la même temporalité, mais c'est bien indiqué, on rappelle quelques éléments réglementaires qui peuvent poser problème de toute façon au sein du référentiel. Une question d'Anna Fourcade. Quel est le parcours et le coût pour être AMO certifié? Donc, c'est 3 demi-journées de formation qui sont facturées 950 €. Y a-t-il une formation continue et un suivi des AMO? Oui, il y a bien un suivi des AMO, on n'en a pas parlé. Ça fonctionne sous un format d'1 an sur 2, une année avec la relecture de rapport, une année avec un questionnaire QCM, et on demande à chaque AMO de suivre notre réunion annuelle où on dispense de l'information, par contre, en continu. Donc, il y a un fil rouge. Le label, question de Kevin Van Pouille, le label répond-il aux enjeux vis-à-vis des cibles de la taxonomie européenne sur la rubrique QAI? Je creuse le sujet SRD taxonomie pour qu'on voit comment on se raccorde. C'est en cours. Mais vu que c'est pas très très clair déjà chez nos clients, on a du mal à avoir l'info. Mais c'est un sujet qu'on creuse. Et Yann n'en a pas parlé, mais c'est pareil sur la valorisation du label. On réfléchit aussi à se rapprocher, notamment Banque des Territoires, pour être soutenu financièrement, donc pour aller plus loin. Donc ça, c'est des travaux qu'on a en cours et on ne manquera pas de communiquer dessus dès que ça avancera. Mais globalement, pour moi, il n'y a pas de sujet, hein. On est largement au-delà des exigences de la taxonomie européenne sur le sujet qualité d'air intérieur. Reliant, on le prend pas mal, on sait que t'aimes la qualité de l'air, là. Sujet. Alors, du coup, je posais la question parce que les maîtres d'ouvrage sont déjà beaucoup sollicités par d'autres organismes, d'autres certifications. Exemple QAI, par exemple, en NS Habitat Logement, labellisation. Oui, on va plus loin que ce qui peut se faire. De toute façon, si on a créé le label, c'est parce qu'il y avait un trou dans la raquette, entre guillemets, c'est parce qu'il y avait une demande de la maîtrise d'ouvrage. Hein. Au début, c'est vrai que je vous avais pas fait l'historique, mais au début, on n'était pas du tout dans l'esprit de créer un label, et finalement, ils avaient besoin de ce marquage publicitaire communicant, hein, et donc, on a dû se constituer sous un format label, mais ça manquait. Alors, on est rattrapé, et c'est tant mieux, par exemple, par la réglementation logement avec l'obligation de mesure ventilation RE 2020, et on espère qu'on sera rattrapé de plus en plus, mais on a toujours un plan d'avance. C'est vraiment le concept du label, de toute façon, c'est de proposer la marche suivante, finalement, pour aller plus loin. La complémentarité, on en a parlé du coup sur l'exemple que j'ai donné, puisque SICO il était traité en NF Habitat, HQE et en intérieur, donc ça fonctionne très très bien. Et la complémentarité, on la travaille de manière plus importante cette année. On a pris rendez-vous avec certains organismes de certification, ceux qui étaient ouverts sur la démarche pour intégrer le label dans la certification. Donc ça ne sera pas du jour au lendemain, mais les travaux sont en cours. C'était une question 3 en 1. La dernière question de la question, le lien entre Imolab et Ecoya. Oui, on est du même groupe, donc on appartient au groupe Alkera. Au début, le label a été créé 100% par Ecoya sur fonds propres, hein. Toujours ouvert sur l'extérieur, mais la démarche a été engagée par le bureau d'études Ecoya. Mais du moment où on l'a sorti, du moment où les travaux juste précédents ont été terminés, on a sorti le référentiel, on l'a complètement dissocié, donc sous l'entité Imolab, parce qu'on ne fait pas le même métier, tout simplement. Et vous pouvez le constater, c'est notre cas, mais oui, on travaille à la fois chez Ecoya et chez Imolab, mais on a à temps partiel, on n'a pas les mêmes fonctions, on n'a pas les mêmes clients, on n'a pas le même suivi ERP, etc. Tout est complètement dissocié, même si on est sous le même groupe. De toute façon, dans le groupe Alkera, il y a une vingtaine de filiales qui font des métiers très disparates. Mais oui, il y a un lien fort puisque ça a été créé par des personnes d'école.
Alors, Thomas Alpou, la session de formation de mars porte que sur la rénovation de logement. Oui, on commence par le logement. Nous, de notre côté aussi, on a besoin de se structurer pour déployer. On commence par le logement. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est parfait. J'espère qu'on a été clair. De toute façon, on se tient toujours disponible, Yann, Janice et moi, pour vous apporter des éléments de réponse complémentaires et pour vous accompagner sur vos projets. N'hésitez pas à nous inclure dans la boucle le plus en amont possible, puisqu'on aime faire évoluer le référentiel, se remettre en question. Donc, c'est toujours bon pour nous d'être très tôt dans la boucle. On vous laisse nos coordonnées, elles sont affichées depuis tout à l'heure. Et on espère avoir de vos nouvelles rapidement. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.